Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir proposé de venir parler ce matin pour commencer la journée. Alors déjà, il faut qu'on comprenne ensemble ce que c'est un cancer du sein métastatique avant d'aller plus en profondeur sur les détails des traitements, de la médecine personnalisée, etc. Alors pour comprendre ce qu'est un cancer du sein métastatique, il faut d'abord comprendre ce qu'est un cancer, ce qu'est une métastase, et puis comment on découvre, comment on diagnostique un cancer métastatique. Alors, on va faire appel aux cours d'SVT de lycée. En gros, dans notre corps, il y a des milliards et des milliards de cellules qui constituent les différents organes, les différents tissus. Au sein de la cellule, il y a ce qu'on appelle un noyau, et au sein du noyau, il y a l'ADN, enfin les chromosomes qui est constitué d'ADN. Et ça, on va y revenir, et notamment dans la présentation d'après. Et donc, à l'origine d'un cancer, qu'est-ce qui se passe? C'est une cellule normale de notre corps dans laquelle il y a une mutation. La majorité des mutations, elles sont liées au vieillissement, à l'hérédité, à l'environnement, notamment les pesticides ou les polluants de l'eau ou de l'air. Et puis, il y a 40% des mutations qui sont liées à des facteurs de risque. Donc, notamment l'alimentation, le tabac, l'alcool, le surpoids, le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée, les UV, etc., etc. Et puis, en temps normal, notre corps, il y a des systèmes de contrôle qui vont repérer la mutation et qui vont détruire ces cellules. Donc, on a tous et toutes des mutations un peu en permanence qui arrivent et puis des systèmes de régulation qui font que ces cellules anormales sont détruites. Et puis, malheureusement, parfois, sans qu'on comprenne forcément pourquoi, le système de réparation, il n'est pas opérationnel. Et donc, une cellule qui a une mutation, elle va survivre, et puis elle va avoir la capacité de se multiplier, de créer une tumeur, puis un cancer à force d'évolution. Et donc, c'est comme ça qu'apparaissent les cancers. Donc, le cancer, c'est quoi? C'est une cellule normale de notre corps qui a une mutation et qui devient anormale et qui acquiert tout un tas de capacités et qui explique un peu la capacité d'un cancer à se diffuser et à se répandre dans l'organisme. Alors, plus on avance dans les années, mieux on comprend la cellule cancéreuse, mieux on comprend comment elle fonctionne, comment elle interagit avec l'environnement. Et grâce à ça, on développe des traitements. Donc, par exemple, on sait que la cellule cancéreuse, elle ne va pas avoir la fonction de la cellule normale, mais par contre, elle va être capable de se multiplier de façon anormale, de façon plus rapide qu'une cellule de l'organisme classique. La chimiothérapie, elle a été développée justement pour détruire les cellules au moment où les cellules se multiplient. Et donc, en connaissant un peu toutes les caractéristiques, on développe des traitements. On sait par exemple que la cellule cancéreuse, elle va réussir à bloquer le système immunitaire, donc bloquer les mécanismes habituels de fonctionnement du corps qui détruisent les cellules anormales, elle va bloquer ce système-là. Du coup, on a développé un traitement qu'on appelle l'immunothérapie qui va redéclencher le système immunitaire. Donc là, il y a un peu la liste de ce qui est capable de faire une cellule cancéreuse. Donc ça peut être un petit peu anxiogène, mais c'est grâce à cette compréhension qu'on développe des traitements contre les cellules cancéreuses. Et puis, on le voit, une cellule, elle va être capable de s'infiltrer un peu dans les tissus et d'aller au niveau des ganglions, au niveau du sang. Et c'est ce qui va créer une métastase. C'est que la cellule cancéreuse, elle va réussir à aller d'un ganglion à un autre ou aller dans le sang pour aller s'installer à un autre endroit du corps. Et d'ailleurs, le mot métastase, ça vient du grec. Donc, si on sépare, il y a le préfixe méta qui veut dire au-delà, et puis stasis qui veut dire position. Donc, elle prend place ailleurs de l'endroit originel du cancer. Et donc, c'est ça une métastase. Alors, si on prend spécifiquement le cancer du sein, nous, on utilise ce qu'on appelle une classification, la classification TNM. T, c'est pour la taille de la tumeur. Selon qu'elle fait 2 cm, 5 cm, 7 cm, on va donner une classification T1, T2, T3. Et puis N, c'est pour node, ganglion. C'est le nombre de ganglions parce qu'on sait que la cellule du cancer du sein, au départ, elle va aller s'infiltrer dans les ganglions qui sont sous le bras. Donc c'est ce qu'on appelle les ganglions axillaires ou derrière le pectoral, rétropectoraux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ganglions de voisinage. C'est quand le cancer, il reste localisé. Et puis le mot M, c'est pour métastase. C'est dire qu'on sait qu'il y a des cellules cancéreuses à d'autres endroits dans le corps. Ça a été retrouvé au niveau des os, au niveau du foie, au niveau des poumons. Donc c'est ce qu'on appelle la métastase.
beaucoup de patientes demandent à leur oncologue quel est le stade de leur cancer. Nous, on ne travaille pas tellement en fonction de ça. On est surtout dans cette classification du TNM. Et en fonction du T, en fonction du N, on va avoir une correspondance en stade. Est-ce que c'est un stade T1, T2, stade 1, pardon, stade 2, stade 3. Et puis quand on sait que la maladie, elle s'est répandue à un autre endroit, qu'il y a les métastases, on va parler de stade 4. Pour nous, médecins, oncologues, soignants, stade 4, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise des traitements qui vont aller partout en même temps. On sait que ça va pas être forcément utile d'opérer le sein parce qu'il y a du cancer ailleurs. Donc, le mieux, c'est de faire un traitement qui va aller détruire les cellules partout où elles sont en même temps. Et donc, comment on diagnostique le cancer du sein métastatique? En gros, il y a souvent 2 cas de figure. C'est des patientes qui sentent une boule dans le sein, qui font leur mammo, donc le diagnostic du cancer du sein. Et puis, on va faire de manière systématique un scanner ou un TEP scanner pour regarder si justement il n'y a pas de la maladie qui est ailleurs dans le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle un bilan d'extension. Et puis, il y a le cas où une patiente a été opérée d'un cancer du sein, a été traitée pour son cancer du sein, a eu de la chimiothérapie, par exemple, ou juste une chirurgie et de la radiothérapie, voire de l'hormonothérapie. Et puis, des années plus tard, il y a ce qu'on appelle une récidive, une rechute. C'est des cellules du cancer du sein qui étaient allées, on peut dire, se cacher, s'installer à un autre endroit du corps et qui, malheureusement, n'a pas été détruit par les traitements qu'on a faits initialement et qui, quelques années plus tard, va recommencer à se multiplier et créer de nouveau une lésion, une métastase, donc un cancer du sein, mais à distance, à un autre endroit du corps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la récidive du cancer du sein. Les métastases, elles peuvent être, on l'a vu, à différents endroits. En fonction du type de cancer du sein, on sait qu'il y a des endroits un peu privilégiés de localisation de métastases. On sait qu'il peut y en avoir au niveau des poumons, au niveau du foie, au niveau des os, parfois au niveau du cerveau. En fonction de la maladie, on adapte les examens d'imagerie qu'on va faire pour repérer ces métastases-là. Et puis, il faut qu'on fasse une biopsie pour avoir la confirmation. Parce que, par exemple, vous voyez, là, au centre, il y a l'image d'un scanner thoracique avec, du côté gauche, une lésion blanche. Ben, ça, c'est une lésion au niveau du poumon. Il faut qu'on la biopsie pour savoir si est-ce que c'est un cancer du poumon ou est-ce que c'est une métastase d'un cancer du sein. Il y a un médecin qu'on appelle un anatomopathologiste qui va être capable, en regardant les lames, il va avoir une biopsie, il va regarder au microscope et il est capable de nous dire ça a la même tête qu'un tissu de cancer du sein. Il est capable de nous dire ça, c'est une métastase du cancer du sein, ça vient de cellules de cancer du sein, mais ce n'est pas un cancer du poumon. Donc, soit en regardant directement, donc c'est ce qu'on appelle l'architecture, vous voyez à gauche les différentes images, selon le type de tissu, il y aura une image différente qui va permettre à l'anapathe de nous dire c'est du sein, c'est du poumon, c'est du foie au départ, etc. Et puis, parfois, ce n'est pas si évident que ça de le détailler. Donc, il va s'aider de ce qu'on appelle des marqueurs, des réactifs. Il va mettre un réactif sur la biopsie et puis il va voir si le produit fixe. Par exemple, dans les 2 images donc de la colonne, la deuxième colonne, il y a un réactif qui se fixe au niveau de ce qu'on appelle RERP. C'est quoi? C'est des récepteurs aux oestrogènes, des récepteurs au progestérone, donc des récepteurs aux hormones. Là, on voit tous les petits points marrons, ça veut dire que ces récepteurs, ils sont présents sur ces cellules tumorales. Donc, s'il y a des récepteurs qui sont présents, ce n'est pas normal qu'il y ait des récepteurs aux hormones présents dans des cellules au niveau du poumon. Ça veut dire que ça vient au départ d'un tissu mammaire où il y a des récepteurs hormonaux. Et puis, ça va permettre de faire cette biopsie, ça va permettre de guider les traitements qu'on va pouvoir donner par la suite. Donc, ça va donner tout un tas d'informations et ça va permettre de classifier les cancers du sein. Il y a différents types de cancers du sein différents. Il y a des cancers qui sont hormonodépendants, donc on retrouve les récepteurs aux hormones. Il y a des cancers qui ont le petit récepteur, la 3e colonne qu'on appelle HER2, sur lequel on va pouvoir mettre des traitements ciblés. Et puis, il y a un type de cancer du sein où on ne retrouve ni le récepteur HER2, ni les récepteurs aux hormones.
Et donc, c'est ce qu'on appelle les cancers triple négatifs. Pourquoi triple négatif? C'est qu'il n'y a pas ces 3 types de récepteurs-là. Et donc, on va pouvoir guider nos traitements. Et puis, en plus de ça, on fait de la biologie moléculaire. Là, on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et ça, c'est la présentation qui va être faite juste après moi. Et donc, tout ça va permettre de guider les traitements en fonction du type de cancer du sein que les patients ont. Je vous recommande tout un tas de sites d'information. Alors, il y a plein d'informations sur Internet. Il y a les associations qui sont une source privilégiée d'informations et de liens et de réseaux pour rencontrer d'autres personnes. Et puis, il y a des sites d'information, l'Institut national du cancer, la Fondation ARC, la Ligue contre le cancer, la Société canadienne du cancer, qui ont des informations vraiment fiables et des explications vraiment fluides pour mieux comprendre si vous avez des interrogations sur certains mots compliqués qui peuvent être dits en consultation, qui peuvent être présents sur vos comptes rendus. Voilà. Rapide, mais c'est juste pour avoir qu'on utilise les mêmes termes et qu'on ait la même compréhension du mot cancer, du mot métastase au fil de cette journée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, merci. Une question. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour ces rappels. J'ai posé mes questions aussi par Internet pour ne pas les oublier parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais comme je suis là, je les pose en direct. Ma première question, c'était, on parle beaucoup des ganglions. Moi, personnellement, j'ai été énormément rassurée quand on m'a dit à la suite de la chirurgie que j'avais aucun ganglion touché et on m'a fait un curage complet. Donc, c'était une bonne nouvelle, quoi. Et finalement, j'ai eu des métastases qui étaient peut-être déjà là même à ce moment-là. Et donc, est-ce que c'est fréquent, en fait, qu'on ait des métastases alors que les ganglions sont sains? Ça, c'est ma première question. Très bonne question. On utilise tout un tas de critères pour pouvoir évaluer le risque de récidive d'un cancer du sein. Le fait qu'il y ait des cellules au niveau des ganglions de voisinage est un des critères, et un des critères principaux, en effet. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques quand on regarde et qu'on analyse les cellules cancéreuses, les cellules de cancer, ce qu'on appelle le grade, c'est l'aspect, la tête des cellules. Ce qu'on appelle le KI, c'est aussi une information, ce que vous voyez sur la colonne de droite, c'est on met un réactif pour voir au moment où on fait la biopsie combien de cellules sont entrées dans le processus de multiplication. Donc on sait que c'est un critère d'agressivité, de multiplication rapide. Donc ça peut être un des critères également. Le type histologique, si c'est triple négatif, HER2, etc. Et puis la taille de la tumeur. Et donc ça arrive malheureusement que même si ça ne s'est pas diffusé au niveau des ganglions, même si sur les 15 ganglions qui ont été retirés, il n'y a pas de maladie, on sait que parfois, il y a des cellules qui sont encore allées plus loin ou qui sont passées par le sang pour aller se diffuser et se cacher ailleurs, malheureusement. D'accord. C'est juste que moi, on m'a présenté ça comme une certitude, que ce n'était pas parti. Et du coup, c'est difficile après, quoi. La deuxième question que j'avais, c'était, vous avez parlé de bilan d'extension pour détecter les cancers métastatiques d'emblée. Et ces bilans d'extension, je n'ai pas bien saisi quand est-ce qu'ils étaient systématiques ou pas. Pour moi, il n'y en a pas eu. Et je voulais savoir quels sont les critères qui font qu'on fait ou pas un bilan d'extension initial. Je ne sais pas si ces critères sont égaux ou s'ils dépendent... Oui, c'est des recommandations nationales. Voilà. En effet, là, en allant vite, forcément, on simplifie un petit peu les choses. Mais il y a certains cas où les lésions sont dites trop petites, entre guillemets, pour qu'on suspecte le fait que ça soit parti ailleurs. Et dans ces cas-là, en effet, sur les recommandations nationales, internationales, il n'y a pas forcément d'indication à faire un bilan d'extension. Parce que sur une échelle, alors c'est des études, mais sur une échelle de centaines de milliers de patients, on sait que quand les tumeurs sont toutes petites comme ça, on fait un scanner pour rien, entre guillemets. Après, j'entends que pour vous, ça soit très difficile d'entendre cette réponse-là parce que pour vous, personnellement, il n'y a pas eu de scanner, mais très probablement que si la lésion est petite, on n'aurait de toute façon rien vu sur le bilan d'extension ou pas de métastase visible au moment du diagnostic.
si je ne reprends pas le micro. Est-ce que, par exemple, le critère, parce que moi, tous mes caractéristiques étaient bas, le Ki65 était bas, j'avais un grade qui n'était pas si élevé que ça. Est-ce que le critère lobulaire ne pourrait pas être une indication de faire un bilan d'extension, même si les critères sont bas, étant donné que le lobulaire, il a une façon de se disséminer peut-être différent du canalaire. J'ai l'impression que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, si vous voulez. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une évolution dans les... Ouais, je vois très bien ce que... Mais pour moi, il n'y a pas de distinction, et je regarde mes collègues pour être sûre et pas vous dire de bêtises, entre eux. Mais c'est vrai que, je le disais, selon le type de cancer, on n'a pas la même particularité et attractivité dans la localisation des métastases. Mais sur les recommandations, non. Après, je vais juste au fil de la journée, on ne va pas malheureusement pouvoir... parler individuellement de vos cas personnels, parce qu'on va essayer de rester dans des questions qui sont un petit peu plus généralistes. Et puis, n'hésitez pas à venir nous retrouver pendant les moments de pause pour discuter ou de faire un point avec votre oncologue, avec toutes les questions que vous pouvez avoir au fil de la journée pour alimenter un peu vos consultations aussi. Et je ferai juste un petit complément d'information parce que justement l'Institut des cancers des femmes propose mercredi une webconférence dédiée au cancer lobulaire. Donc pour les personnes qui sont touchées par ce cancer qui est quand même un peu particulier, il va y avoir donc une séance de webinaire dédiée. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question en haut, mais je vais juste avant, si vous me permettez, juste poser une question donc, qui est en ligne. Alors, il paraît que l'on opère de plus en plus de patientes métastatiques. Quel bénéfice? Et donc, pour une personne qui a été oligométastatique osseuse au départ. Donc, peut-être, redéfinir oligométastatique. Ouais. Alors, oligométastatique, c'est quand il y a un nombre limité de métastases dans le corps. Donc, en général, c'est moins de 2 ou 3, ça dépend, c'est très discuté. Entre nous, au sein des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, mais aussi dans tous les articles scientifiques qu'on voit, globalement, c'est avoir un nombre limité de localisations métastatiques visibles sur les scanners d'évaluation. Dans tous les cas, on commence toujours par un traitement systémique, un traitement qui va aller partout pour contrôler, être sûr qu'il n'y ait pas une augmentation. Et puis, si le cancer se réduit bien et bien contrôlé grâce au traitement, après plusieurs mois de traitement, on peut être amené effectivement à se poser en réunion de concertation pluridisciplinaire, poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'irait pas, du coup, comme il n'y a que 2 lésions au niveau osseux, opérer, retirer le cancer du sein, faire de la radiothérapie et faire de la radiothérapie sur les 2 lésions. Et donc ça, on commence à avoir de plus en plus de données sur de littérature pour nous orienter, savoir si oui ou non ça aide les patientes. Et en effet, celles qui semblent en tirer un bénéfice, c'est les patientes qui ont peu de localisation métastatique, peut-être au niveau osseux. Mais c'est quelque chose qu'on discute vraiment au cas par cas, en réunion, en fonction de tout un tas de critères qui rentrent en compte. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour l'organisation de cette journée. Je vais essayer de ne pas pleurer. On se sent ostracisé quand on est malade d'un cancer du sein métastatique. Je ne vais pas réussir à ne pas pleurer, désolée. Donc je pense que c'est important de faire porter nos voix et de plus en plus parce que grâce à l'évolution des traitements, on vit. On est dans la vie courante, on prend le métro, on va faire les courses, on est là. Et il faut qu'on nous voie. Alors, par rapport à votre question, madame, sachez que vous n'êtes pas seule, il m'est arrivé exactement la même chose. C'était un petit peu violent, pas de ganglions touchés, et je suis jeune aussi. Et ça, c'est un facteur discriminant. Quand on est jeune, malgré un grade qui pète le plafond, un cahier qui pète le plafond, non, on ne va pas avoir un cancer du sein métastatique comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai connu exactement le même parcours. Une chirurgie qui, au final, n'a servi à rien parce qu'il était partout. Et ça, on l'a découvert après. Donc, moi, je me questionne quand même sur les référentiels. Est-ce qu'ils sont encore adaptés à l'évolution, à la progression de ce cancer qui progresse de plus en plus, mais dont le taux de mortalité baisse aussi, est en progression de plus en plus basse. Est-ce que ce ne serait pas utile
de nous l'expliquer, ce référentiel, de vraiment d'aller peut-être un petit peu plus loin dans les explications quand on a cette annonce. D'abord, c'est un petit cancer ou nez, un coup de radiothérapie, ça va partir, madame, tout va bien. Ensuite, à la napate de la chirurgie, finalement, c'est pas un cancer ou nez, c'est un gros gremlins. Et puis, désolé, le gremlins, il est partout. Moi, je l'ai appelé Jean-Michel, le mien, tellement il est partout. J'espère qu'il n'y a pas de Jean-Michel dans la pièce. Et du coup, désolé pour les Jean-Michel. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre ce fameux référentiel que j'ai trouvé en cherchant beaucoup sur Internet. C'est pas facile de le trouver, le référentiel cancer du sein. Et sur quoi vous vous appuyez, vous, en tant que médecin. Et nous, les patients, on comprend pas trop, en fait, ce qui nous arrive. C'est toute la difficulté des référentiels. Les référentiels, c'est pour une globalité, mais chaque cas est particulier et on s'adapte aussi aux référentiels. Je ne devrais pas le dire, c'est enregistré en plus, mais on ne suit pas forcément à la lettre le référentiel à chaque fois et c'est discuté en réunion pluridisciplinaire. Et puis, il y a le fait que ces référentiels, ils sont discutés en permanence. On va avoir le nouveau qui va être présenté et sorti bientôt. C'est des heures et des heures de réunion pour justifier et analyser chaque ligne, être sûr que chaque ligne soit en accord avec ce qu'on a comme données dans la littérature. Et ça, c'est une discussion qui se fait un peu en permanence. On a en janvier un congrès à Saint-Paul-de-Vence où après, à la fin du congrès, on réunit tous les experts français globalement dans ce congrès. Et à la fin du congrès, ils se posent pour décider qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on évolue en fonction de tout ce qui s'est dit au fil de l'année. Et donc ça, effectivement, ça change en permanence. Et ça change en fonction des retours des patientes. Il y a beaucoup de patientes qui expriment une grande difficulté au moment de la récidive du fait de ne pas avoir eu de scanner de surveillance. Ça, c'est quelque chose qui nous est remonté grâce à des journées comme celle-ci, grâce aux interventions qui sont faites par les différentes associations de patients. Et on a fait, pas plus tard que jeudi dernier, une réunion en regroupant tout le monde à Curie pour réfléchir à est-ce qu'on continue à suivre les recommandations qui disent pas de scanner, malgré le fait qu'on voit que c'est difficile à vivre pour les patientes, même si scientifiquement, on sait que ce n'est pas nécessaire. Voilà, il y a des questions qui nous sont remontées qui font qu'on réfléchit sur nos pratiques en permanence, et c'est le but de ces journées. Et je vous encourage vraiment à aller dans des associations parce que c'est elles qui portent vos voix aussi auprès de nous. On travaille en collaboration permanente tout au long de l'année et pas seulement pour organiser une journée comme aujourd'hui. Donc ça peut être, je pense, un bon moyen aussi de faire entendre vos voix, justement. Merci beaucoup. Et on va prendre juste une dernière question en ligne. Est-il possible que les cellules cancéreuses passent d'un type à l'autre, donc R2 hormonodépendant vers triple négatif? Très bonne question. Oui, c'est la raison pour laquelle on a la biopsie facile, entre guillemets. C'est pas pour embêter les patientes. On sait que les biopsies, c'est éprouvant. On sait que c'est douloureux. On sait qu'il y a des risques de complications, mais c'est justement pour ça. C'est que les cellules, elles peuvent évoluer au fil du temps et elles peuvent évoluer aussi géographiquement dans le corps. C'est-à-dire, parfois, on ne comprend pas tellement pourquoi. Il y a des endroits où le traitement est efficace et puis d'autres endroits où le cancer augmente en taille malgré le traitement. Et on aura tendance à aller parfois biopsier l'endroit qui augmente pour comprendre pourquoi c'est contrôlé à un endroit et pas à un autre. Et donc ça, on se la pose régulièrement. Et il y a des essais cliniques qui ouvrent de manière régulière. Et à chaque fois aussi, on peut être amené à aller biopsier pour savoir si la patiente qu'on a devant nous peut bénéficier des essais cliniques. On rebiopsie pour avoir d'autres informations au fil de la prise en charge.